Très bien, mais rebonjour. Merci de cette invitation pour avoir l'opportunité d'échanger avec vous sur ces questions de méthodologie. On est entre nous et il faut reconnaître que le méthodologiste a un rôle un peu particulier et parfois ingrat dans le domaine de la recherche, parce que, et en particulier en recherche médicale, parce que le monde de la recherche, c'est de la créativité. Et dans le monde médical, en plus, les acteurs investissent beaucoup personnellement et même de leurs émotions dans leur objet de recherche, parce qu'il s'agit de soigner des gens. Or, nous sommes les garants de la méthode, donc de la qualité, et donc souvent nous avons à freiner les ardeurs des investigateurs, et ça conduit parfois à ce que les méthodologistes deviennent un peu trop réactionnaires. En tout cas, c'est parfois l'image que l'on donne, d'être des empêcheurs de tourner en rond, et il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, etc., etc. Et parfois, les gens ont peut-être un peu raison, et c'est normal, c'est-à-dire quand on subit beaucoup de pression d'un côté, on peut avoir tendance à trop avoir de contre-réaction. Alors, il se trouve que, donc du coup, il nous incombe de réfléchir à ça, de se demander est-ce que parfois on n'est pas trop old school, quoi. La recherche bouge et peut-être qu'on devrait lâcher du lest et puis laisser les gens avoir un peu de créativité. Alors il se trouve que dans le monde de la psychiatrie et de la santé mentale, il y a une opportunité temporelle, c'est-à-dire là il y a une fenêtre où quelque part on peut se lâcher. On peut se lâcher parce que ça fait 20 ans que les gens ne trouvent pas grand-chose. Et ils commencent à s'en rendre compte. Donc vous savez qu'il y a eu le directeur du NIMH, donc National Institute of Mental Health, 1,5 milliard de budget par an. Donc Thomas Insel, son directeur jusqu'en 2018, l'a dirigé pendant 10 ans. Donc il dit j'ai eu 15 milliards de dollars à dépenser. On a trouvé des trucs absolument fantastiques qui n'ont servi à peu près à rien pour les patients. Et donc il faut changer. Alors ça, bien sûr, c'est de la provoque et c'est facile à dire une fois qu'on est à la retraite de dire « Ah ben oui, tout ce que j'ai fait avant, c'était mal, et voilà ». C'est quand même pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux non plus. Par rapport à la cancérologie, à la cardiologie, etc., en psychiatrie, il ne s'est pas passé grand-chose dans les 20 dernières années. C'est juste un fait. Et puis en plus, la société a changé. La société a changé. C'est qu'avant, en psychiatrie, d'ailleurs, on ne parlait pas de santé mentale. Aujourd'hui, c'est recherche en santé mentale et en psychiatrie. Vous voyez, tout d'un coup, la santé mentale est arrivée, qui est un truc bizarre, dont on ne sait même pas tellement ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on fait de la recherche dedans. Et ce qui est à peu près sûr, c'est que la santé mentale, ce n'est pas les psychiatres, et donc c'est la société. Et donc, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et comment faire de la recherche avec la société quand on est médecin, etc. Donc voilà, donc en psychiatrie en ce moment il se passe quelque chose, et puis même en méthodologie aujourd'hui il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est que d'un côté, l'EBM c'est quand même important, tout le monde dit que c'est important, d'ailleurs pour l'examen classeur national il y a une épreuve de lecture critique d'articles où on apprend l'EBM aux étudiants, etc. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est capital, en particulier pour le développement des médicaments. Et puis de notre côté, le Zolgensma, qui est une thérapie cellulaire dans la myotrophie spinale, et a été remboursé à raison de 3 millions d'euros une injection, avec une étude sans bras contrôle. Et ce n'est pas le seul médicament. La plupart des carticelles sont comme ça. Alors, où est le BM ? Et après, c'est très facile pour des homéopathes de dire, si on rembourse un carticelle sans bras contrôle, moi je vais aussi demander un remboursement sans bras contrôle, puisqu'en plus les patients, ils veulent les granules. Et ça coûte moins cher. Et donc, ça interroge quand même. Pourquoi ce produit il est remboursé alors qu'il n'y a pas de bras contrôle ? Où est l'argument méthodologique ? Et puis, il y a encore des nouveautés, c'est l'intelligence artificielle. Bien sûr. Alors, est-ce que ça va changer la méthodologie ? Déjà, dans mon labo, il y a plein de statisticiens qui utilisent ChatGPT pour écrire des scripts R. Je suis sûr que vous faites la même chose, en cachette.
Et vous avez raison, hein. Bien sûr, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais si on revient à la psychiatrie, en psychiatrie, on utilise des échelles d'évaluation. Vous savez, l'échelle de Hamilton, la HAD, enfin, pendant l'épidémie de Covid, on en a eu partout, c'est la base de la mesure, quoi. Ben, je vais vous montrer comment on peut faire des mesures avec ChatGPT. Alors, le texte peut être un peu choquant, donc je vous préviens, mais c'est un vrai travail. Et donc, je demande à ChatGPT de remplacer une échelle d'évaluation. Donc voilà le prompt, je vous demande de prendre le rôle d'un psychologue qui évalue le contenu émotionnel d'un texte. Il s'agit d'un détenu emprisonné depuis plus de 10 ans qui s'exprime sur sa vie. Il faut donner un nombre de 1 à 10 quant au niveau de souffrance psychique qui est le sien. 1 correspond à aucune souffrance psychique, 10 à un niveau maximum. Voilà le texte à partir duquel vous devrez me donner ce nombre. Donc après je mets le texte qui est un verbatim de détenu. Je suis quelqu'un de mal dans ma peau, je suis complexé, je ne me trouve pas bien. Je suis différent, je ne suis pas instruit. Depuis toujours, je suis comme ça. Mais là, ça va mieux. Je me sens retapé, je suis plus à l'aise avec les autres. Dehors, j'avais aucun ami, j'avais peur des autres. Ici, j'ai un copain. Je suis en prison depuis 1995 et même si j'ai pris 30 ans, ça va à peu près. Par contre, les femmes, je suis très mal à l'aise. Je perds mes moyens. Je n'ai jamais eu de copine. Je pense qu'il faut respecter les femmes, même si j'en ai tué une. Alors voilà la réponse de ChatGPT. Évaluer le contenu émotionnel d'un texte de cette manière implique une analyse sensible et respectueuse des expériences vécues par l'individu. Le texte que vous avez fourni dépeint un mélange complexe d'émotions et d'évolutions personnelles. Au début, le détenu exprime un sentiment de mal-être profond et une faible estime de soi, caractérisé par des complexes et une perception négative de son apparence et de ses compétences sociales et intellectuelles. Ces éléments suggèrent une souffrance psychique significative liée à son identité et à son rapport à lui-même. Néanmoins, il mentionne également un processus de réhabilitation émotionnelle et sociale en cours. Il se sent retapé, plus à l'aise avec les autres, et a même développé une amitié en prison, ce qui indique une amélioration notable de son bien-être psychologique et de ses compétences sociales. La durée de son emprisonnement et la gravité de son crime ajoutent une couche supplémentaire de complexité à son expérience. L'admission d'avoir tué une femme, tout en exprimant le besoin de respecter les femmes, montre une prise de conscience contradictoire qui pourrait être le signe d'une lutte interne et de regret. Sur l'échelle de 1 à 10, où 1 représente aucune souffrance psychique et 10 une souffrance maximale, je situerai ce texte autour de 7. Cette évaluation prend en compte la détresse initiale et continue liée à son estime de soi, son isolement social et la gravité de son acte, tout en reconnaissant les signes d'amélioration et d'adaptation à sa situation actuelle. Cette évaluation est subjective et basée sur l'interprétation du texte fourni, sans interaction directe avec l'individu pour une évaluation plus nuancée et précise de son état psychologique. C'est-à-dire que, du coup, à quoi ça sert d'utiliser des échelles en psychiatrie, hein? En tout cas, c'est une question qui se pose. Hein. C'est une question qui se pose. Et on peut envisager de faire plein d'études avec ça, hein, des accords interjuges, du test-retest, est-ce qu'il est fiable avec nous, enfin vous voyez tout ce qu'on peut imaginer de faire, et plus avec des entretiens standardisés, juste en demandant aux gens de parler. Donc voilà, donc tout est ouvert. Et donc du coup, comme il y a beaucoup de possibilités d'innovation méthodologique, il nous incombe de prendre du recul par rapport à tous les questionnements qu'on peut se poser. Et donc il faut déconstruire, c'est le mot à la mode. Et alors là, il faut revenir à la définition de la méthodologie. Et moi j'aime bien celle donnée par Poincaré, qui dit si le savant disposait d'un temps infini, alors il suffirait de lui dire « regardez et regardez bien ». Mais comme on ne dispose pas d'un temps infini, et qu'il vaut mieux ne pas regarder que de mal regarder, alors il faut choisir. C'est-à-dire que, en fait, la méthodologie, c'est l'art de choisir ce que l'on va regarder. Et donc ce choix va conduire à le fait qu'on ne va pas tout regarder. Et il faut bien regarder.
Mais alors, implicitement, nous, et c'est un peu ce qu'on fait, nous, hein, on va regarder dans le cadre d'un essai randomisé avec tel critère d'évaluation, etc., etc., etc. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a un glissement automatique parce qu'on est conditionné par le fait que on va regarder d'une certaine façon. Et c'est comme ça que l'on doit bien regarder. Et en fait, on a plein d'idées reçues sur le bien regarder. En particulier, ces idées reçues sont construites par le fait que nous sommes plongés en médecine dans les sciences de la nature. C'est une évidence, hein, les facultés de médecine, l'enseignement, ça vient des sciences de la nature. Or, en fait, en médecine, la question pourrait se poser quand même, c'est que un patient n'est pas... Est-ce qu'un patient est caractérisé in extenso par les sciences de la nature? Mais alors en psychiatrie, la question se pose encore plus. Et là, il y a un philosophe... logicien, Alfred Whitehead, donc du début du XXe siècle, qui a eu une réflexion très intéressante sur ce que sont les sciences de la nature et sur le présupposé sous-jacent qu'elles acceptent. Il appelle ça le principe de localisation simple. Alors ça paraît très bizarre, et ça paraît d'ailleurs, on est tellement conditionné que pour nous ça paraît évident, c'est qu'il dit que les sciences de la nature ont postulé que dans l'univers, il y avait des entités indépendantes les unes des autres qui interagissent. Alors, pour nous, c'est un peu évident. Dans l'univers, il y a des atomes avec des électrons, des protons, des neutrons. Ce sont des entités distinctes les unes des autres qui interagissent. Et puis un corps humain, il y a des organes qui interagissent. Et puis dans la société, il y a des humains distincts les uns des autres qui interagissent. Donc c'est juste évident que, vous voyez, en fait, c'est pas évident. C'est pas évident. Et d'ailleurs, en physique, en ce moment, pour plein de raisons dont on ne rentrera pas dans le détail, les physiciens sont embêtés parce que, en fait, il n'est pas sûr du tout que l'on puisse caractériser les particules comme des entités claires et distinctes. Il y a des problèmes d'intrication dans l'infiniment petit, etc. Et puis, quand même, quand on est un humain, est-ce que c'est si sûr que ça qu'on est, par rapport à nos proches, par exemple, à nos enfants, à nos parents, est-ce qu'on est vraiment des entités claires et distinctes par rapport à eux? Vous voyez, quand il y a un deuil, quand on perd un être cher, on sent qu'on a perdu quelque chose qui était à l'intérieur de nous et dont on a du mal à se défaire. Et d'ailleurs, il faut un deuil. Et il y a une très belle phrase de Victor Hugo quand il a perdu sa fille qui dit « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » Tu es partout là où je suis. Et c'est quelque chose que l'on vit dans ces cas-là. C'est que, en fait, elle est partout. Elle est en moi et elle n'est plus là, mais elle est là partout où je suis. Il y a une intrication entre les sujets. Et ça, c'est une expérience de la vie qui est à peu près évidente, mais telle que nous le conceptualisons, nous avons des cerveaux différents avec des interactions, vous voyez, et voilà. Et d'ailleurs, on voit les sciences cognitives sont calées là-dessus. Nous avons des systèmes traitant des informations que nous échangeons. Et à l'intérieur du cerveau, il y a des fonctions diverses qui échangent. Vous voyez, on localise tout et il y a des interactions. Ça, c'est un présupposé méthodologique fort dont on ne se rend même pas compte. Et il y a un philosophe du 19e siècle, Willem Dilthey, qui lui s'en est rendu compte et qui a dit « ça n'est pas acceptable, les sciences de la nature, en fait, ne peuvent qu'expliquer ». Vous voyez, et nous, en fait, on a des variables explicatives et des variables à expliquer. Et on trouve ça normal. Il y a Y qui est expliqué par X1, X2, X3, X4, X10. Oui, mais en fait, c'est plus compliqué que ça dans la réalité. Il y a des millions, des milliards de variables en interaction, et en fait, tout est ultra compliqué. Et nous, on simplifie, et on n'a pas trop le choix, encore que. Mais en simplifiant, parfois on peut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, Willem Dilthey a été à l'origine de la création de ce qu'on appelle les sciences humaines, en disant, voilà, les sciences de la nature, ça explique, avec des équations, les sciences humaines, ça aide à comprendre. Ça aide à comprendre, en faisant parler les gens, en les écoutant, et en faisant des analyses de contenu. Et on verra que c'est une source d'innovation méthodologique, les études qualitatives, qui ont maintenant, en psychiatrie et en santé mentale, une place de plus en plus importante dans la littérature internationale. Alors, donc, sciences de la nature,
sciences humaines, et avec et pourquoi pas, alors ça va vous faire sourire, de l'art. Il y a un philosophe qui dit donc sciences de la nature ça explique, sciences humaines ça fait comprendre, et l'art ça exprime. Et donc Victor Hugo dans son vers il exprime quelque chose qui nous aide aussi à comprendre des choses sur la vie. Et aujourd'hui on peut faire de l'art recherche en psychiatrie. J'ai un doctorant, Pierre Jarlan, qui est dans une école doctorale art et sciences et qui fait des performances qui sont en même temps des performances artistiques et qui sont des formes de psychothérapie institutionnelle, avec des problèmes de comité de protection des personnes qui sont absolument insolubles, parce que si c'est une performance, les gens font ce qu'ils veulent, hein, sauf que si c'est de la recherche, alors on ne fait pas ce qu'on veut du tout. Et donc, et bien sûr, quand vous imaginez la tête d'un CPP devant un projet d'art et sciences, c'est la panique à bord. Mais ça plaît beaucoup, ça fait comprendre des choses et en plus ça marche avec les patients et nos concitoyens, c'est-à-dire le fait d'avoir des choses qui vivent et qui expriment des choses, ça les aide à comprendre de la même façon que quand on voit des dessins de patients schizophrènes, ça aide à comprendre. Alors donc vous voyez, il y a une immensité de possibilités méthodologiques et on peut mélanger tout ça très concrètement. Hein. Il y a quelques années de ça, on avait un jeune doctorant en psychanalyse qui était venu et qui s'intéressait aux vœux d'éviction du rival chez les enfants. C'est-à-dire que chez les enfants, le fait d'avoir un frère ou une sœur, c'est quand même embêtant. S'ils pouvaient mourir, ça serait quand même pas plus mal. Ça s'appelle le vœu d'éviction du rival. Le problème, c'est que si un frère ou une sœur meurt ou a une maladie grave, l'enfant va penser que c'est parce qu'il l'a pensé, parce qu'il a fantasmé, à cause de ça, son frère est tombé malade. Et donc, il va porter cette culpabilité toute sa vie. Et ce jeune collègue psychanalyste avait en consultation des adultes qui avaient eu des frères et sœurs. Il faisait une thèse là-dessus. Et il nous dit, mais alors, peut-être que c'est du vent tout ça. Peut-être que ça n'existe pas, quoi. Peut-être que c'est des gens qui parlent, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vécu. Donc je voudrais faire une expérience pour montrer que ce n'est pas du vent. Alors, on a fait l'expérience suivante. On a pris 7 frères et sœurs adultes qui avaient eu, quand ils étaient enfants, un frère ou une sœur avec une maladie grave, puis 7 contrôles du même âge, sexe et niveau socio-économique. Et on leur a demandé, dans la vie, on les a filmés pendant 5 minutes, en leur disant, voilà, dans la vie, quand vous vous promenez, quand vous allez au cinéma, quand vous allez dîner chez des voisins, racontez. Donc ça fait 14 vidéos qu'on a mélangées, et on les a données à 3 psychanalystes, 3 thérapeutes cognitivo-comportementalistes, 3 internes, 3 externes. Alors on dit, voilà, vous avez 14 vidéos, trouvez les 7 qui sont comme ci, et les 7 qui sont comme ça. Il n'y a que le groupe de psychanalystes avec un P à 1 pour 1000 qui a discriminé les 7 des 7 et les autres n'y sont pas arrivés. Vous voyez, c'est une étude, alors d'ailleurs, quand on a essayé de la publier, on l'a envoyé à International Journal of Mixed Method Research, disant c'est une méthodologie mixte, Cali-Canty, quoi. Et ils ont dit, ah non, c'est Canty, c'est pas Cali. Mais vous voyez, donc, très concrètement, on peut faire des choses différentes et qui répondent à des questions et qui sont publiables. Voilà, alors j'en arrive à la fin pour qu'on puisse échanger après. Alors concrètement, du coup, parce que là ce que je disais c'était pas très concret, c'était très conceptuel, même si quand même conceptuellement, je ne peux pas m'empêcher de dire, parce que ça date quand même d'octobre 2024, le prix Nobel de physique de cette année, vous savez, ça a défrayé la chronique parce que ça a été donné en gros à 2 non-physiciens. En particulier à Hopfield, qui a publié, en fait, d'ailleurs on aurait pu lui donner un prix Nobel de médecine, parce qu'il a publié sur les réseaux de neurones, dans les années 80.
Et 40 ans après, on se rend compte que ce qu'il avait fait était effectivement précurseur. Et en fait, les modèles issus de Hopfield, ces représentations énergétiques de ce que sont un réseau de neurones, conduisent à des représentations du sujet pensant qui n'est pas un objet isolé et localisé différemment des uns et des autres. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'avec des outils conceptuels, alors j'allais dire ultramodernes, qui ont été reconnus comme ultramodernes cette année, mais qui datent de 40 ans, en fait, on peut dépasser ces représentations habituelles issues des neurosciences cognitives, qu'il y a des trucs qui sont localisés et qui interagissent. Donc, on a non seulement des outils méthodologiques qui nous permettent d'avancer, mais on a même des outils théoriques. Et ça, c'est important pour nous parce que vous savez que la méthodologie, c'est indissociable du background théorique. Quand on construit un protocole, on est obligé de le construire quelque part sur un background théorique qui, en général, est dans la partie introduction du protocole. Mais, comme promis, j'arrive au côté pratique. Alors, quand on est méthodologiste dans le monde de la psychiatrie, et que vous êtes en face de gens qui arrivent avec une question, la première réflexion que vous devez avoir, est-ce que ça relève du quali ou du quanti? Voilà. Et ça c'est vraiment aujourd'hui, ça doit être systématique. Et plus ça va, plus ça relève du quali et pas du quanti. Parce que plein d'interrogations de collègues, c'est j'ai ce soin-là qui a été développé par machin, etc. pour, par exemple, je veux faire de l'hypnose, une certaine forme d'hypnose dans la schizophrénie, mais on dit que c'est dangereux, mais pourtant moi je le fais en cachette et ça marche bien, et je voudrais montrer que ça marche. Et nous, on est conditionnés par dire, tu veux montrer que ça marche, donc tu vas faire un essai randomisé. Bon, ça va être juste impossible. On va calculer le nombre de sujets à inclure. Donc n vaut 2 fois 200, le collègue il va partir, même s'il dit, on va tricher 2 fois 100, 2 fois 100 c'est pas possible. Et d'ailleurs même c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable de dépenser tout cet argent, toute cette énergie pour en fait faire, vous lui dites, fais une étude quali, regarde ce que les gens y vivent, ça va faire 10, 20 patients, tu vas les interroger avant, après, 3 mois après, pour voir comment ils vont, quoi. Et ça se publie, et il aura à peu près 50% d'informations dont il a besoin pour pas beaucoup d'argent. Et donc on a plein de situations où en fait, et les collègues psychiatres sont très forts pour faire des entretiens, c'est leur métier. Alors après, est-ce que c'est eux qui doivent faire l'entretien ou pas? Parce qu'à ce moment-là, l'investigateur, c'est le même que celui qui fait l'entretien, et qu'en méthode quali, c'est pas bien. Mais enfin, on a l'habitude de s'arranger. Vous voyez, quand on est méthodologiste, il y a quand même un grand dicton, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc il faut faire bien et pas forcément le mieux. Voilà. Mais du coup, faut accepter qu'il y a un peu le deuil de l'explication, de la preuve, quoi. Mais d'ailleurs, entre nous, là aussi, on devrait avoir plus d'humilité sur la preuve. Donc, quali ou quanti? Donc, si c'est quali, c'est quali. Si c'est quanti, alors là aussi, il y a plein de choses. Alors d'abord, une particularité de la psychiatrie, c'est que, contrairement aux autres spécialités médicales, il n'y a pas un champ théorique complètement hégémonique. En cardiologie, il y a un champ de connaissances. Et donc la partie introduction, elle va être sur la physiologie cardiaque. En psychiatrie, vous avez les neurosciences, vous avez les sciences cognitives, c'est pas exactement la même chose. Vous avez des sciences humaines et sociales. Pourquoi pas de la psychiatrie transculturelle, pourquoi pas de la psychanalyse, voilà. Vous avez plein de champs théoriques différents qui ont chacun leur légitimité, qui chacun aborde une certaine facette du fonctionnement psychique. Et donc, du coup, ça, pour le méthodologiste, travailler en psychiatrie transculturelle et en neurosciences, c'est pas du tout la même chose. Donc mais c'est assez stimulant intellectuellement, du coup. Ça sort de l'ordinaire. Alors après, il y a l'expérimentation. Vous savez, expérimentation ou observation. On peut discuter du clivage, mais ça aide quand même à penser. Et en recherche en psychiatrie, vous pouvez faire plein d'expérimentations. Alors vous avez l'expérimentation de laboratoire, que moi j'appellerais théorie-driven. Donc ça, c'est beaucoup les neurosciences et sciences cognitives, où là, la partie introduction va être super importante,
et va arriver à un design expérimental très simple, parfois avec des souris, parfois avec des humains, mais avec des tâches, quoi, hein, des tâches qu'on réalise. Il faut une tâche contrôle et avec des variables qui viennent de la théorie, des temps de réaction, et des choses comme ça, qui sont validées par la théorie. Et d'ailleurs, en fait, hein, ça gêne beaucoup les psychométriciens. Quand on applique les validités psychométriques que vous connaissez pour les échelles aux mesures issues des théories neuroscientifiques, ces dernières sont mauvaises. C'est de notoriété publique. C'est-à-dire la consistance interne n'est pas bonne, l'analyse factorielle n'est pas unidimensionnelle, etc., etc. Et pourtant, ces outils sont utilisés et ont une certaine légitimité du fait de leur rapprochement très fort avec une théorie sous-jacente. Donc des expérimentations. Alors la randomisation, bon ben voilà, on peut randomiser aussi en psychiatrie. Hein. On peut randomiser, c'est un outil alors là, c'est notre... Alors après, il y a observation. Alors la psychiatrie se prête particulièrement aux études observationnelles, mais alors quand on dit observationnel, là aussi, c'est immense. Bien sûr, il y a des études d'épidémiologie clinique, des populations générales, il y a des cohortes, il y a des cas témoins, mais tout ça, c'est business as usual. Mais on a des petites particularités, on a des mesures, des séries chronologiques qui sont particulièrement intéressantes. Alors, à l'extrême, ça vient de ça. Hein. À l'extrême, vous pouvez avoir maintenant des outils qui captent la voix et vous allez avoir des mesures de prosodie, etc., ou de l'actimétrie, c'est-à-dire en fait, qui va mesurer dans la journée l'accélération du bonhomme ou de la bonne femme, et donc d'avoir une mesure de l'activité. Or, l'activité, le ralentissement, etc., c'est un marqueur en psychiatrie. Mais entre nous, à analyser, c'est pas super simple. Hein. C'est pas super simple. Et donc, or, ce type de données est de plus en plus utilisé en psychiatrie et en santé mentale. Alors, série chronologique aussi, on a les requêtes Google ou tout ça, et ça a fait plein de papiers dans des très bonnes revues qui n'ont coûté rien du tout, et aucune demande à DCPP, aucune CNIL, etc., etc. Juste en regardant, par exemple, combien de fois le mot suicide a été dans une requête dans Google depuis 2015, et vous voyez l'impact des confinements, du Covid, etc., etc., etc. Ou de l'arrivée d'une chanson, l'arrivée d'un nouveau titre de rap qui change les requêtes de suicide. Et ça se publie dans le JAMA. Et puis vous avez, donc ça, le mot était les N of One Study, les SCED, etc., qui sont aussi où le sujet est son propre contrôle sur des temps très longs. Et vous avez d'ailleurs même, il y a des pays où les N of One Study font partie du soin, c'est-à-dire que le patient arrive et le patient, pour le diagnostic et pour l'évaluation thérapeutique, est inclus dans une N of One Study. Donc on va donner un traitement une semaine, un autre traitement une autre semaine, etc., etc., et ça pendant 3 mois, et à la fin on va voir quel est le traitement qui lui marche le mieux. Et on fait ça sur un ensemble de patients, et à la fin, tous les ans, ils publient des papiers avec des centaines de sujets qui ont des N of One. Voilà, alors, donc ça fait beaucoup de choses. Alors au niveau des mesures, c'est pareil. Vous avez des mesures biologiques, des mesures de neurosciences, des mesures subjectives, des échelles qui existent toujours. Hein. Et quoi que j'ai dit tout à l'heure, on les aura encore. Hein. On aura toujours des échelles. Hein. La e-santé, donc les smartphones, et puis, alors ça c'est la révolution, et ça vous l'avez vu avec mon petit texte, c'est le langage naturel. Maintenant, on peut analyser le langage naturel. Et ça c'est fantastique en psychiatrie. C'est fantastique, parce que les échelles, ça contraint les gens dans une théorie définitoire de l'objet à mesurer. Alors que si vous les faites parler, là pour le coup, vous avez ce qu'ils disent. Et alors que, même il y a 5 ans, le Natural Language Processing, ça marchait moyen. Là, vous avez vu aujourd'hui, ça marche. Hein.
Ça marche. Donc on a aussi le devoir de se tenir au courant de tout ça. Et puis je terminerai sur la question des groupes contrôle. Parce que quand même on fait beaucoup d'évaluations thérapeutiques et nous on est conditionnés, dès qu'on veut évaluer un soin, il faut un groupe contrôle, on est d'accord. Hein. On peut évaluer que par rapport à quelque chose. Sinon, si on fait avant-après, c'est trop facile. Hein. Dès qu'on s'occupe des gens, ils vont mieux après, enfin en général. Donc il faut un groupe contrôle, et là, nous, on est conditionnés par placebo, machin, etc. Voilà, mais ça c'est un conditionnement, quoi. Et là, faut lire la littérature des psychothérapies, où là, il y a un corpus de connaissances colossal, méthodologique, hein, où en fait, on se rend compte qu'ils ont complètement déconstruit le groupe contrôle, et même ils déconstruisent la thérapeutique. C'est qu'on se rend compte, dans des méta-analyses de composantes, que quand on dit « je compare une TCC à une liste d'attente », en fait, dans la TCC, il y a l'alliance thérapeutique, l'effet thérapeute, et dans la TCC, il y a la formation du thérapeute et les techniques spécifiques à la TCC. Et cette dernière composante, en réalité, elle est relativement petite, elle est même très petite, et que tout le reste, en fait, explique beaucoup de la variance, c'est-à-dire la formation des thérapeutes, l'alliance thérapeutique, l'effet thérapeute, que l'effet thérapeute, il n'est pas le même dans les essais randomisés, dans les études observationnelles, parce que dans les études randomisées, on prend que des très bons thérapeutes, donc l'effet thérapeute, il diminue. En vraie vie, naturellement, vous avez des thérapeutes excellents et d'autres très mauvais, que vous soyez psychanalyste ou TCC, et du coup, vous avez un effet thérapeute qui est énorme, et entre nous comme en chirurgie, et tout le monde est au courant que dès que vous avez comme ça des soins qui ne sont pas industriels, vous avez un effet thérapeute qui est colossalement important. Et donc du coup, le groupe contrôle, ça ne se pose plus du tout de la même façon. Ça ne se pose pas du tout de la même façon. Voilà ce que je voulais vous dire, je suis arrivé au bout de mon temps de parole, donc il nous reste du temps pour échanger, et ça sera avec plaisir.